parti pour la campagne nationale de reboisement et c'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a donné le ton ce matin dans le parc des Sofas à Koyambougou, dans la commune rurale de Dorodouma. Cette année, plus de 41 millions de plants seront produits et mis en terre. Le ministère de la Santé et du Développement social bénéficie d'un appui important du Fonds mondial. Il s'agit d'équipements médicaux et de matériel roulant destinés aux communautés. Le but est de rapprocher les soins essentiels à la population. La valeur de la donation est estimée à 650 millions de francs CFA. La courtoisie dans la circulation routière, on en parle dans ce journal. Piétons, motocyclistes ou automobilistes, chacun se doit de respecter les règlements de la route pour éviter le pire. Pourtant, cette discourtoisie au volant crée aujourd'hui un climat tendu sur nos routes. Quelles en sont les raisons? La réponse dans le grand format de la rédaction. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration est en visite au Niger. Alhamdou Ag Ilien a profité de son séjour pour échanger avec ses compatriotes. Plusieurs sujets ont été évoqués, parmi lesquels la paix, la sécurité, la santé, les technologies. Le ministre les a invités aussi à soutenir les chefs d'État de l'AES. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction le parc des Sofas à Koyambougou, dans la commune rurale de Dorodouma. C'est là que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a planté ce matin le premier arbre. Le général de division Abdoulaye Maïga lance ainsi la 31e édition de la campagne nationale de reboisement au nom du président de la transition. Cette année, plus de 41 millions de plants seront produits et mis en terre. Plus de 30 000 hectares de terre reboisée et plus de 385 000 hectares de terre dégradées et récupérées. À l'issue du lancement de la campagne, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des Maliens à s'investir pour que l'édition 2025 soit une réussite. Reportage Mamari Kouni et Ali Outouri. Au parc des Sofas, situé dans la commune rurale de Dogodouma, à quelques kilomètres de Bamako, que le Premier ministre chef du gouvernement a planté le premier arbre, donnant ainsi le coup d'envoi de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement. Cette année, la campagne est placée sous le thème « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Chaque année au Mali, environ 100 000 hectares de forêt connaissent une transformation en grande partie sous l'effet des changements climatiques. Le choix du parc des Sofas n'est pas anodin. Il résulte d'échanges constructifs avec le ministère en charge de la culture, animé par la volonté commune de préserver ce haut lieu de mémoire nationale, théâtre de la bataille historique de 1883 entre les troupes de Samori Touré et les forces coloniales. Dans cet esprit, mon département a engagé, à travers le projet de restauration des terres dégradées, un sous-projet communautaire de reboisement sécurisé sur environ 5 hectares en partenariat avec la commune de Dogodouma et de la direction régionale des eaux et forêts. Pour cette 31e édition, les objectifs que nous sommes fixés sont ambitieux. Produire 41 384 716 plants, reboiser 31 876,21 hectares de terre et récupérer 385 156 hectares de terre dégradées. Ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne sauraient à eux seuls traduire l'ampleur des efforts déployés sur le terrain. Je tiens ici à saluer particulièrement l'engagement actif des collectivités territoriales, de la société civile, des structures communautaires et du secteur privé, dont la participation volontaire et responsable donne tout son sens à cette campagne. Cette formidable mobilisation citoyenne qui ne cesse de croître renforce notre conviction que le reboisement peut et doit devenir un levier durable de résilience écologique au service d'un développement harmonieux et équitable pour tous. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rendu un hommage mérité aux agents du service des eaux et forêts pour les actions prioritaires engagées dans la digitalisation des services forestiers. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique, le reboisement n'est pas seulement une action environnementale. C'est un acte de paix,
de résilience et de développement durable. C'est pourquoi les partenaires réitèrent leur engagement pour accompagner le gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts pour une gestion plus durable des ressources naturelles. Chaque arbre planté aujourd'hui est une promesse pour demain, une promesse de biodiversité, une promesse d'ombre, une promesse de pluie, une promesse de vie tout simplement. C'est pourquoi nous en appelons à une mobilisation collective, décideurs politiques, écoles, collectivités territoriales, entreprises, communautés, familles, chacun a un rôle à jouer. Notre responsabilité collective et individuelle de gardien de la planète nous impose un engagement sans faille et un changement dans nos comportements et nos habitudes afin de renforcer davantage les efforts pour combattre et inverser la tendance actuelle de déforestation et de dégradation des ressources naturelles. C'est l'occasion de saluer le leadership des autorités maliennes pour les efforts constants déployés dans la lutte contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques. Au nom du parrain de la cérémonie, le Premier ministre a rappelé la symbolique de cette campagne avant d'évoquer les actions en cours en vue de faire face aux effets des changements climatiques. La campagne nationale de reboisement est l'une des multiples activités des autorités de notre pays pour contribuer de manière significative à la protection de l'environnement. Comme vous le savez, dans notre nouvelle constitution, la constitution du 22 juillet 2023, la protection de l'environnement est à la fois un droit et un devoir. Et cet objectif est porté haut par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui est également le parrain de cette campagne nationale de reboisement. Je voudrais également rappeler que les conséquences de la déforestation, nous l'avons entendu, bien entendu, sont les suivantes. Essentiellement, l'avancée du désert, malheureusement qui nous frappe de plein fouet, la destruction de notre biodiversité et la dégradation des terres. À cela, nous pouvons également ajouter les conséquences sanitaires et les conséquences économiques. Différentes initiatives sont en cours, à savoir la Grande Muraille Verte, également le programme de restauration des terres dégradées. Et bien entendu, d'autres initiatives consistant à procéder à des opérations de reboisement. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, saluer et féliciter Madame le ministre de l'Environnement et l'ensemble de ses collaborateurs, notamment les agents de la Direction générale des eaux et forêts. Mais ceci dit, si nous voulons reboiser, il faut deux actions simultanées. Planter beaucoup plus d'arbres et surtout suspendre, voire arrêter de détruire notre forêt. Et évidemment, ces actions sont extrêmement lourdes et vont au-delà du seul effort des autorités et des pouvoirs publics. Il est important que l'ensemble de la population malienne s'implique. C'est le sens, en tout cas, de l'appel que le chef de l'État adresse à nos populations. Et nous voulons inviter toutes les populations maliennes à associer leurs actions, à associer leurs efforts aux actions et aux efforts des agents des eaux et forêts, des pouvoirs publics, afin de reboiser de manière pérenne et de manière définitive notre pays. Le chef de village de Dogodouma et le maire de la commune se sont réjouis du choix du parc des Sofa pour ce lancement. Ils ont ainsi profité pour évoquer quelques-unes de leurs préoccupations, comme la réalisation de la voie d'accès. La prestation du groupe Nyogolon a mis en lumière l'importance du reboisement dans nos communautés. Je le disais également dans les titres, 650 millions de francs CFA, c'est le coût de l'appui du Fonds mondial au ministère de la Santé et du Développement social. La donation est composée d'équipements médicaux et des matériels roulants. L'objectif est de permettre au département de la santé d'appuyer à son tour les communautés. La cérémonie de réception était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. Reportage Youssouf Diakité et Sidi Kibalo.
Le partenariat entre le gouvernement du Mali et le Fonds mondial reste dynamique. Cet appui en matériel médicaux et en moyens au-delà d'une valeur de 650 millions de francs CFA est une illustration parfaite. Le ministère de la Santé est bénéficiaire principal des financements du Fonds mondial au niveau du Mali. Et à ce titre, il y a ce qu'on appelle le renforcement du système de santé. Donc dans ce renforcement du système de santé, ça concerne les infrastructures, ça concerne les ressources humaines, ça concerne le système financier, ça concerne les médicaments, ça concerne la gestion de l'information stratégique. Le secteur de la santé est une priorité pour le Fonds mondial. C'est pourquoi il reste permanemment au chevet du gouvernement malien à travers des subventions. Alors c'est un soutien qui s'inscrit dans un long partenariat historique, puisque depuis maintenant plus de 15 ans, le Fonds mondial est aux côtés du Mali et investit dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et le renforcement des systèmes de santé, y compris communautaires. Donc on est dans la continuité du partenariat. Ces investissements, en particulier dans le domaine de l'oxygène, sont liés après la crise Covid, où on a vu et pu mesurer les besoins dans ce domaine. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a créé l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé au Mali. Les bénéficiaires sont à tous les niveaux parce qu'il y aura dans toutes les régions un camion qui sera prépositionné pour le transport des oxygènes. Ensuite, au niveau du nord, des zones du nord, vous allez avoir les motos qui vont leur permettre quand même de faire la supervision dédiée. Au niveau par exemple de Kaï, dans les régions de Kaï, Kita, Kenyeba, là-bas encore nous allons mettre là-bas des motos ambulances dans les CSCOM pour faciliter quand même le référencement. Le ministre Assaba Diallo Touré rassure que le partenariat Mali-Fonds mondial se renforce chaque jour et que cet appui répond parfaitement aux attentes du département. Les investissements que nous nous apprêtons à recevoir d'une valeur de 650 720 francs CFA. Ainsi, les camions serviront à l'opérationnalisation des réseaux de distribution d'oxygène entre les hôpitaux disposant des usines de production d'oxygène et les établissements de santé satellites. Le véhicule pick-up renforcera les capacités de l'INSP dans le transport des échantillons de laboratoire. Les motos-ambulances contribueront au renforcement de la référence Village CESCOM du système de référence évacuation dans les districts sanitaires de Kaïk, Kenyeba et de Kita. Les motos contribueront au renforcement du système de suivi de la santé communautaire dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni. Les obus d'oxygène de 50 litres seront mis à la disposition des hôpitaux disposant des usines de production d'oxygène et les CCRF satellites afin de renforcer leur capacité de stockage d'oxygène et de faciliter la distribution de l'oxygène aux établissements de santé satellites. Ce dont, disent-ils, est un ouf de soulagement pour les communautés bénéficiaires. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche était face au cadre de son département pour faire le point des réalisations à mi-parcours de la campagne agricole. Le but de la rencontre, identifier les défis et définir ensemble des voies et moyens pour renforcer les acquis de la campagne agricole en cours. La rencontre a été une occasion de faire le point de la visite que le ministre a effectuée dans le district de Bamako pour s'enquérir de l'état d'exécution des réalisations. Reportage d'Oda Koni. Après sa visite sur le terrain, le ministre de l'Élevage et de la Pêche rencontre les responsables des services techniques et les autorités administratives de Bamako pour échanger sur les défis, les difficultés et les perspectives pour une campagne agricole 2025 réussie. C'est au cours d'une conférence appelée Conférence des cadres. De par l'effectif de son cheptel, le Mali se classe premier pays d'élevage de la zone UMOA et deuxième pays de l'espace ouest africain après le Nigeria. Sa contribution au produit intérieur brut se situe autour de 19%. S'agissant du secteur de la pêche et de l'aquaculture, il constitue lui aussi une opportunité de création de richesses et d'emplois dans le pays avec une contribution de 3,8% du PIB, ce qui justifie aujourd'hui le volume croissant des investissements publics et privés dans le dit sous-secteur. Les directeurs régionaux des productions des industries animales, des services vétérinaires et de la pêche ont présenté leur bilan à mi-parcours de la campagne. Il ressort que les actions sur le terrain sont satisfaisantes. Nous disons que les principales réalisations se présentent ainsi qu'il suit.
1715 bénéficiaires du tourteau issus de la trituration des 10% de la graine de coton octroyée par son Excellence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sur une prévision de 750 hectares de cultures fourragères, l'acquisition de semences fourragères est en cours. Et pour une prévision de 93 089 tonnes de viande à contrôler, il y a eu 32 668 tonnes de réalisation, soit un taux de 34,98%. Et sur une prévision de 6 731 têtes de bovins d'embouche, il y a 4 712 têtes, soit 70% de réalisation. Et sur une prévision de 15 720 tonnes d'ovins d'embouche, il y a 11 476 ovins ont été embouchés, soit un taux de 73%. Youbaba a rappelé à ces cadres la place qu'occupent l'élevage et la pêche dans la stratégie de croissance conformément à la vision Malikura Nyeta Siraka Ben Samba Fila ni Biworo ni Sabama et à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. La diaspora rwandaise du Mali vient de commémorer la 31e année de la libération nationale du Rwanda, autrement dit la fin du génocide contre les Tutsis. L'événement qui a réuni plusieurs personnalités dont des ambassadeurs au Mali a été un moment hautement symbolique de communion des peuples. Le point avec Ari Jumatina. Cela fait 31 ans que le Rwanda avait recouvré sa souveraineté, sa paix et sa dignité. Le 4 juillet 1994, date marquant la fin du génocide contre les Tutsis. Ce moment symbolique de mémoire collective est célébré et magnifié par le peuple rwandais où qu'il se trouve. Et depuis des années, la communauté rwandaise du Mali ravive cette mémoire collective avec émotion et dignité. Le 4 juillet reste une date inoubliable. Elle symbolise la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, le retour à la dignité du peuple rwandais et le début d'un nouveau chapitre, qui est celui de la reconstruction, de l'unité et de l'espoir. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes et hommes, pour la plupart des jeunes, qui ont tout donné pour libérer notre pays. Leur courage et leur sacrifice nous rappellent que notre liberté a un prix. Leur mémoire reste une boussole qui nous guide. La libération n'a pas été une fin, mais le point de départ d'un long chemin de guérison, de justice et de renaissance. C'est aussi un pays qui croit en l'unité de l'Afrique, en l'ouverture et en la solidarité entre les peuples. C'est dans cet esprit que notre pays, le Rwanda, accueille tous les citoyens africains sans visa. La commémoration de la date de libération nationale se veut un moment d'espoir et de reconnaissance à l'endroit de ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont permis au Rwanda de recouvrer son unité. En ce jour, nous rendons aussi hommage à nos héros, à ceux qui, par leur courage, leur sacrifice et leur engagement indéfectible, ont permis à notre pays de recouvrer sa souveraineté, sa paix et sa dignité. Un moment propice pour la diaspora rwandaise de rendre hommage également au pays d'accueil ainsi que tous les amis du Rwanda. Exprimer la sincère gratitude de notre communauté à la communauté du Mali pour leur hospitalité, leur ouverture et fraternité dont ils font preuve à notre égard. Leur accueil chaleureux a permis à notre communauté de continuer à évoluer dans un climat de paix et de respect, et leur soutien précieux est une pierre angulaire de notre vie quotidienne. Au-delà de son caractère commémoratif, cette journée de la libération nationale a aussi été un moment de valorisation de la riche culture rwandaise. Des jeunes en tenue traditionnelle rwandaise ont exécuté avec brio des danses de bienvenue. L'événement a été rythmé également par des projections vidéo sur l'histoire et les opportunités d'investissement du Rwanda.
L'ambassade du Mali au Niger a servi de cadre à une rencontre entre le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration du Mali et la communauté malienne établie au Niger. Le ministre Alhamdou Aga Iliane a saisi l'occasion pour entretenir ses compatriotes sur les avancées enregistrées dans plusieurs domaines comme la paix, la sécurité, la santé, les technologies. Le ministre invite aussi ses compatriotes à accompagner les chefs d'État de l'AES pour la souveraineté des trois pays et un espace confédéral sécurisé. Compte rendu de Issifi Aruna et Sani Abdou. Présent à Niamey dans le cadre du symposium Africa CERT Handshake 25, le ministre malien de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Iliane, a mis son séjour à profit pour rencontrer ses concitoyens établis au Niger. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, nous a demandé d'être à votre écoute. Les Maliens de l'extérieur sont au centre de toutes les préoccupations du gouvernement, n'est-ce pas, de la transition. La preuve en est qu'une place est faite aux Maliens de l'extérieur dans toutes les institutions. Nous sommes au niveau du gouvernement très conscients de vos efforts et puis de votre engagement. Nous vous encourageons à cela. Le président m'a instruit aussi de vous dire de respecter les lois du Niger. Donc l'AES est une idée d'abord des militaires pour mutualiser leurs efforts et pour faire face à cette agression terroriste qui est adressée à nos trois États. C'est de fil en aiguille, c'est après avoir vu l'efficacité de l'alliance des moyens militaires et sécuritaires que nous sommes passés à d'autres piliers, à savoir les piliers économiques, les piliers diplomatiques, les piliers aussi de la communication qui est transversale. Le ministre malien de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration n'a pas surtout manqué d'évoquer à ses compatriotes l'actualité au Mali, l'élaboration et la présentation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, la construction d'un hôpital de standing international et la création de la Banque confédérale. C'est terminé ici la réunion des ministres de l'économie des trois pays pour la création et l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'investissement et le développement AES, BCID AES. Nous avons créé une force mixte de l'AES, militaire de 5000 personnes. Nous avons créé une télévision web, nous avons créé des plateformes, nous avons créé un logo et nous sommes en train de travailler maintenant pour créer la télévision de l'AES. Donc nous sommes en train de construire l'AES. Par ailleurs, pour la vie de la nation aussi, nous venons de terminer la rédaction de la charte de la paix et de la réconciliation au Mali. Au niveau du gouvernement malien, nous travaillons. Actuellement, nous travaillons pour beaucoup de choses. Nous sommes en train de faire un très grand hôpital, un hôpital qui fera que les Maliens n'iront plus se soigner à l'extérieur. C'est une initiative du président de la transition. Nous sommes en train de faire des grands travaux par rapport à l'équipement de l'armée. Nous sommes en train de travailler aussi le rehaussement du niveau de vie des Maliens. On a fait une augmentation des salaires sur beaucoup d'années. Le ministre Alhamdou Ag Iliane a enfin appelé tous les ressortissants maliens à soutenir le Niger, à respecter toutes les lois en vigueur et surtout d'être partout et en toutes circonstances des ambassadeurs de la Confédération des États du Sahel qui a devant elle un avenir prometteur au vu de l'engagement constant des trois chefs d'État des pays membres, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pouré est en visite de terrain dans plusieurs localités de la région des banques ex-région de la boucle du Mouhon. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain de combat et transmettre les félicitations et les encouragements du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour tous les efforts consentis dans la sécurisation et la reconquête du territoire national. Reportage Hahadi Sandamamba. Revue de troupes au 52e régiment d'infanterie commando de Tougan. Avec la hiérarchie militaire et paramilitaire, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, prend langue avec les hommes. Une visite inopinée pour féliciter les forces combattantes pour l'œuvre accomplie au quotidien et surtout pour les encourager à maintenir la pression sur les forces du mal. Aux boys, le message reste le même. La victoire, c'est pour bientôt. On a fait le choix de mettre fin à ce terrorisme.
de mettre fin à cette manœuvre impérialiste, de veiller à ce que nos populations retrouvent la sérénité pour se mettre au travail, pour que nous puissions développer notre pays. Il n'est pas question que nous baissions la garde. C'est pour ça que je suis heureux de vous voir ici. Dans nos têtes, nous devons être sûrs, en disant dans nos têtes que ça va finir, et c'est nous qui allons gagner. Le chemin est certes long et parsemé d'embûches, mais la victoire est certaine, insiste le ministre d'État. Et pour ce faire, il les encourage à rester vigilants, surtout à redoubler d'efforts pour traquer l'ennemi jusqu'au dernier recoin et le mettre hors d'état de nuire. Soyons d'abord fiers de ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Soyons convaincus que la victoire sera la nôtre. Mais avant tout, soyez très disciplinés. Parce que c'est un métier, comme je l'ai dit toujours, dont la clé principale et le verrou principal, c'est la discipline. De Tougan, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, met le cap sur 10 territoires reconquis. Ici également, le message reste le même. C'est une guerre de survie. Ceux qui sont derrière ça, ils jouent leur survie. Parce que ils ne veulent pas de nous, ils veulent de nos richesses. C'est ça qui les intéresse. Ils sont venus avec de fausses idées de religion. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est même pas des gens qui prient. Ce qui est derrière ça, c'est que nous nous détruisions. C'est que nous nous tuions entre Burkinabés. C'est que nous restons attardés dans le développement. Cette tournée du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est également mise à profit pour évoquer la vie des combattants après la guerre. Une vie que le général de brigade Célestin Saint-Poré imagine merveilleuse au regard des potentialités que regorge le Burkina Faso, à l'image de la vallée du Sourou et autres richesses à travers le pays. Retour à l'actualité nationale. L'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, en partenariat avec la Faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat au Maroc, a organisé les journées de l'expérimentation assistée par ordinateur EXAO. C'est une nouvelle méthode de travaux pratiques basée sur la réalisation des mesures de paramètres en temps réel au moyen de l'ordinateur. Les travaux de ces journées doivent permettre aux laborantins et enseignants-chercheurs de mieux gérer les travaux pratiques dans les laboratoires et salles de classe face à l'effectif pléthorique des étudiants. Ils permettront aussi de gagner du temps et de diminuer les dépenses. Reportage d'Urachi Jakiti. Mandé English Club au service de la culture anglo-saxonne. Il apporte sa contribution dans la valorisation de l'anglais à travers une journée culturelle. Un événement au cours duquel l'anglais est magnifié. Dans ce monde, l'anglais est un outil puissant. C'est la langue de la science, de la technologie, des affaires et de la communication internationale. L'apprentissage de l'anglais ouvre des portes au moins, aux opportunités et aux connaissances. C'est pourquoi j'invite tous ici à rejoindre notre club d'anglais. Ensemble, nous pouvons améliorer nos compétences pratiques avec joie et préparer l'avenir dès maintenant. C'est une très belle initiative que vous venez de faire dans la commune du Mandé. Quand on parle de l'éducation, on peut dire l'anglais, c'est on peut dire la première langue à l'ère où nous sommes. Donc, les personnes qui arrivent à valoriser cette langue sont à féliciter et à remercier. Au programme de cette journée éducative, des poésies en anglais, des imitations d'artistes, entre autres. Une activité soutenue par un parrain et une marraine. Les jeunes veulent faire la promotion de l'anglais. Ce que les pères, les mères n'ont pas pu vraiment apporter, ils veulent vraiment faire ça
à leurs jeunes frères, à leurs petites sœurs, afin d'apprendre l'anglais ici au Mali, sans pourtant aller ailleurs. Ils doivent être soutenus. C'est une très belle expérience. L'anglais, ce n'est pas seulement la langue, ça ouvre des opportunités, ça c'est une très grande chance qu'on doit exploiter. Vraiment, je les encourage et puis je les remercie. Pour l'utilité de l'anglais dans le domaine des affaires, les jeunes de Ouagadougou ont massivement répondu à ces rendez-vous corroborés par le Conseil national des clubs anglais du Mali. Toutes nos excuses, il s'agissait plutôt du reportage sur l'apprentissage de l'anglais par le club Mandeng. A retrouver donc le reportage sur les journées d'expérimentation assistée dans nos prochaines éditions. Refonder la gouvernance démocratique au Mali, tel est l'objectif du programme Prédire porté par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. Après les consultations régionales, les acteurs de la vie publique se retrouvent à Bamako pour la phase nationale du jour du change pour formuler des recommandations dans l'espoir d'accompagner les autorités vers une refondation réussie. Le programme bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne. Reportage Bokari Koulibaly. Contribuer à la refondation de la gouvernance démocratique au Mali, c'est le pari que se fixe l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. À travers le programme de recherche et de dialogue pour la refondation Prédire, le NIMD entend offrir un cadre d'échange et de partage entre les différents acteurs de la société pour renforcer l'engagement citoyen à la vie publique. Le programme de recherche et de dialogue pour la refondation Prédire, c'est l'un des 3 programmes que l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite met en œuvre au Mali. Il s'agit d'un programme qui vise à nourrir les réflexions sur les questions de refondation et à rassembler les différents acteurs ensemble pour aboutir à un plan d'action qui va accompagner les efforts mis en œuvre par les autorités nationales dans le cadre de la refondation. Après les différentes étapes régionales, place maintenant à la phase nationale. À Bamako, les acteurs de la vie publique et la commission scientifique se réunissent pour franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre du programme. Lors de nos activités, par exemple par rapport à CAI, il y a une adhésion des citoyens à ce processus de refondation. Mais en même temps, il y a une demande d'information et une envie d'implication. Donc pour nous, il s'agira de voir où sont les quelques obstacles qui freinent, par exemple, cette participation et cette inclusion de tous les Maliens, comment améliorer ça et aussi comment faire en sorte que les recommandations qui seront issues de ces 2 jours de travaux ne restent pas au niveau des organisations qui sont ici présentes. Les travaux qui s'étendent sur 2 jours devront déboucher sur des recommandations concrètes. Objectif, fournir aux autorités des outils nécessaires servant de boussole dans les prises de décision. Et cela dans le but de bâtir le Mali de demain. La faculté des sciences administratives et politiques de l'université Kouroukanfouga de Bamako a accueilli ce matin une conférence débat sur les thèmes relations Mali-Russie, quel renouveau stratégique, organisée par l'association des anciens étudiants et stagiaires de Voronezh AESV Russie. L'événement a rassemblé des universitaires, des étudiants et des passionnés de géopolitique. Reportage Moussa Kamara. Cette conférence débat donne l'occasion de repenser les relations de coopération entre le Mali et la Russie. Je place cette conférence sur 2 angles. Le premier angle consiste à dire que c'est un moyen privilégié d'affirmer la volonté des Maliennes et des Maliens du choix stratégique de son partenaire. Le deuxième angle, il s'agit de nourrir à travers les réflexions pour que cette coopération puisse être bénéfique pour les 2 nations. Voronezh est considéré par les anciens étudiants et stagiaires maliens comme une ville de savoir. Cette ville a accueilli un nombre important d'étudiants maliens. La conférence débat donne l'occasion aux anciens étudiants de Voronezh d'apporter leur contribution au renforcement de la coopération existante entre le Mali et la Russie. Nous avons choisi de lancer nos activités par une conférence de haut niveau autour du thème « Les relations Mali-Russie,
était le renouveau stratégique. Ce thème, d'une actualité brûlante, s'inscrit dans un contexte mondial en mutation où les équilibres se définissent et où les nations aspirent à plus de souveraineté, de dignité et de diversification de leur partenariat. L'assistance a été édifiée sur les relations de coopération entre le Mali et la Russie qui datent de 1960. Et le 16 janvier 1992, le Mali a reconnu la Fédération de la Russie. Guidée par un idéal de décolonisation et de respect mutuel, l'Union soviétique a apporté une aide d'émancipation. Donc cette assistance s'est concrétisée par la formation de plus de 10 000 cadres maliens dans divers domaines. Les débats ont porté sur la coopération dans les domaines économiques, militaires, de l'éducation et de la culture. C'est nous qui avions inventé ce qu'on appelle les portraits minutes. J'étais un étudiant malien effectivement qui faisait les portraits minutes à Nevsky Prospect et c'était dans les années 80. On parlait surtout du socio-réalisme, le réalisme socialiste. Je crois que nous avons besoin effectivement de cette aide de l'Union soviétique dans le domaine de la création des structures monumentales au nom de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Dès les premières heures de l'indépendance du Mali, les deux pays avaient la même vision politique, le socialisme. Et l'URSS a beaucoup contribué au développement socio-économique de notre pays. Si dans nos premières relations, les choses étaient clairement définies, l'idéologie était claire et précise, on partageait en commun le socialisme, nos responsables se sont engagés vers cela. Aujourd'hui, il y a lieu de préciser un certain nombre de choses. La base de notre collaboration. Dans les années 60, le volume des échanges entre le Mali et la Russie, et entre le Mali et l'Union soviétique, était de 42%, 42,1%. Et que venaient derrière les États-Unis qui avaient 2,32%. Donc c'est, je crois, au-delà de tous les discours, ça montre l'attachement de nos deux pays d'avoir une coopération forte et fructueuse. Pour rappel, l'association des anciens étudiants et stagiaires de Voronezh en Russie a vu le jour en septembre 2022. Elle œuvre pour la pérennisation des liens humains, culturels, académiques et scientifiques qui unissent nos deux peuples. On en vient au grand format de cette édition. L'incivilité au volant est à l'origine de nombreux accidents. La route est un espace public où chaque usager, cycliste, piéton, automobiliste doit respecter les règles pour assurer la sécurité de tous. Ainsi, adopter une conduite courtoise et respecter les règles de circulation permet d'éviter des drames. Nous oublions souvent que la route est un espace assez partagé. De nos jours, cette absence de courtoisie est la source de climat tendu sur les routes. C'est ce que nous dit Awa Traoré dans ce reportage. Il suffit quelquefois d'un changement d'humeur, d'une mauvaise journée ou d'un peu de fatigue pour faire de nous des conducteurs irrespectueux. Un mélange d'injures et de mots grossiers fuse de notre bouche sans que l'on puisse réellement se contrôler. Les jeunes sont en majorité responsables des actes irrespectueux sur la route à cause de la mauvaise éducation. Les parents doivent mieux éduquer et contrôler les enfants. Les embouteillages, la densité de la circulation et surtout l'indiscipline sont souvent source de frustration et de stress d'après plusieurs usagers. En fait, aujourd'hui, surtout nous les jeunes, nous sommes pressés pour arriver à son lieu de travail. Mon message que je voulais lancer à tous, et surtout nous les jeunes, de se tolérer. En tant que conducteur de Télémanie, le message que j'ai à donner à mes collègues est qu'ils roulent doucement avec prudence et ils se calment aussi. Les usagers sont nombreux et les routes sont rétrécies. Je demande à tout le monde de circuler doucement. Le manque de patience peut provoquer des tensions entre les usagers. Au Mali, tout le monde est pressé. Cela peut être dû à la pauvreté, car certains pensent à leurs problèmes et sont inattentifs sur la route.
Quant à moi, je sais toujours le passage. Tout le monde se dit pressé et certains sont arrogants. Mieux vaut rouler doucement dans la sérénité. Si le manque de courtoisie est dû pour certains au manque d'éducation ou de patience ou à un excès de stress ou même à une charge mentale trop importante, pour d'autres, il semble évident que les incivilités faites sur la route pourraient être évitées si le code de la route était mieux respecté. On ne maîtrise pas du tout les codes de la circulation de la route. C'est ça qui amène surtout les accidents. Parce que tout le monde croit qu'il a raison, alors que ce n'est pas le cas. Les yeux fixés sur le téléphone ou simplement perdus dans nos pensées, il nous arrive d'être peu attentifs et d'avoir des comportements qui peuvent mettre en danger les usagers autour de nous. Ainsi, l'Agence nationale de sécurité routière a initié une semaine nationale de sécurité routière. Il y a une augmentation de l'incivilité sur la route. Il y a une vingtaine d'années, dans notre pays, nous avions un parc total de 200 000 véhicules immatriculés. Aujourd'hui, nous en avons plus de 600 000. Ça veut dire que le parc a été multiplié par 3. Et on a aujourd'hui plus de 5 millions de motos. Donc, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, il est clair que souvent, il y a des comportements sur la route qui sont malheureusement source d'accidents de la circulation routière, tel que le manque de courtoisie. C'est pourquoi nous avons dédié chaque mois de marche des journées qui sont consacrées donc à la courtoisie sur la route. Nous apprenons donc aux usagers de la route comment être des conducteurs bienveillants pour éviter donc les accrochages, les carambolages. Mais également lors des formations que nous dispensions à l'endroit des chauffeurs et conducteurs routiers, nous faisons donc des cours de courtoisie sur la route. Un simple geste de la main suffit pour dire merci ou d'un sourire pour désamorcer une situation stressante. Pensez à remercier l'automobiliste qui vous cède le passage, le piéton qui laisse la priorité, etc. Un geste anodin qui change tout. Mieux vaut perdre une minute dans la vie que de perdre la vie en une minute. Absolument, Hawa Traoré. À Kidal, les organisations de la société civile contribuent aux efforts de guerre par la remise d'une enveloppe symbolique et une journée de dons de sang destinée à soutenir les femmes. Reportage Sidi Elmidi Ag Albaka et Sunkalo Doumbia. C'est dans un esprit de solidarité nationale et d'engagement citoyen que les organisations de la société civile de Kidal ont initié une journée de dons de sang couplée à la remise d'une enveloppe symbolique pour soutenir les efforts de guerre. Kidal fille et demeure un berceau de grands hommes qui ont toujours partagé les valeurs humanistes et pacifiques avec en toile de fond l'unité nationale et le renforcement de la paix. La remise de l'enveloppe et le don de sang qui vont suivre prouvent à suffisance la contribution effective de la société civile de Kidal en soutien aux efforts de l'État. Ces gestes visent à soutenir les efforts consentis par les FAMA dans le cadre de la libération totale de notre territoire national. Cette journée se traduit par des dons de sang et la remise d'un montant symbolique pour contribuer aux efforts de guerre. Mesdames et messieurs, les FAMA montent en puissance et nous devons, sans distinction aucune, les soutenir pour faire de notre pays un havre de paix. La cérémonie première du genre à Kidal était une bonne occasion pour les autorités militaires de s'allier cet élan de solidarité magnifié par les forces vives de Kidal. Citoyens, je voudrais d'abord remercier les donateurs, notamment la société civile à travers son président. Et c'est là au nom du plus haut commandement, en l'occurrence le chef d'état-major général des armées. Je voudrais aussi rassurer les donateurs que de tels actes constituent un véritable motif d'encouragement pour une troupe engagée en guerre.
Les organisations de la société civile de Kidal demeurent fières d'accompagner les efforts collectifs pour un Mali plus solidaire et plus résilient. Faso Baro Kene, ou espace de débat citoyen, est une initiative portée par le ministre en charge de la culture. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Mali Culture 2025. L'étape de Bamako se tient dans le cadre des festivités marquant le 31 juillet, la journée panafricaine des femmes autour de la femme, culture et justice sociale. On en sait plus avec Ibrahim Kaokunate et Zoumana Traori. Faso Baro Kene est un espace d'échange, d'éducation à la citoyenneté. Un cadre de partage d'expériences axé sur nos valeurs fondamentales. L'homme n'est autre chose que le fruit du milieu dans lequel il vit. Et si on parle du fruit du milieu dans lequel nous vivons, ça veut dire que nous sommes régis par nos lois sociales, par nos règles sociales, nos interdits sociaux. Et tout ceci ne répond qu'aux obligations de la culture. Sans cette culture-là, nous n'existons pas. Partant de la culture, c'est d'abord la façon de voir, de comprendre et d'agir d'une communauté, sa croyance, son histoire. C'est l'ensemble de toutes ces valeurs qui font sa culture. Et en partant de sa façon de faire régulièrement son quotidien, d'affronter son quotidien, ça devient systémique, ordonnancé, et à partir de là, on parle de la tradition. Cet espace vise à forger un citoyen modèle profondément enraciné dans nos valeurs culturelles maliennes. La vision de notre chef d'État et le général Assimi Goïta, à travers son gouvernement, et surtout le ministre de la Culture, Mahmoud Dafé, qui a initié ce projet, le projet de Culture Mali 2005, qui prend en charge cette activité-là, Faso Baro Kene. Chaque mois, on est avec les régions pour inculquer aux jeunes générations ce que le Mali. La rencontre de Bamako s'articule autour du thème « Culture, socle de la justice sociale ». Les femmes sont porteuses de cette culture. Elles sont le fil conducteur, celles qui transmettent cette culture de génération en génération. Et je pense que le cadre du 31 juillet, journée dédiée à la femme africaine, est très propice et très approprié pour mener ces débats-là. Aujourd'hui, c'est tellement important qu'on ait ces séances-là. De plus en plus, nous sommes en train d'oublier un peu nos cultures. On n'a plus le temps. À noter que cette édition de Faso Baro Kene entre dans le cadre des Journées panafricaines de la femme. Médias au Mali, le rôle du journaliste et du communicant dans la valorisation et la préservation des identités culturelles. C'est le thème de la 5e édition de la journée culturelle de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Au menu, une conférence débat sur les thèmes, un défilé de mode, des prestations chorégraphiques entre autres. Autre point important du programme, un exposé sur les missions du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. On en sait plus avec Tchemoko Konati. Atmosphère ludique à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ce samedi matin. Nous sommes à la 5e édition de la journée de l'étudiant de l'établissement. Un moment privilégié pour les étudiants appuyés par la direction générale de s'affranchir tant soit peu du stress vécu courant l'année académique. Médias au Mali, rôle du journaliste et du communicant dans la valorisation et la préservation des identités culturelles, c'est le thème retenu pour l'occasion afin de donner davantage du contenu à cette initiative présidentielle, celle de décréter 2025 année de la culture. Cette décision est bien plus qu'un simple symbole. Elle marque une volonté affirmée de replacer la culture au cœur du projet national. Les connaissances avancées des Dogons en astronomie, notamment de l'étoile Sirius Sigitolo et de son compagnon invisible à l'œil nu, Sirius B Potolo, et cela plusieurs siècles avant la confirmation scientifique occidentale au XXe siècle, constitue une toute évidence que le Mali regorge des riches valeurs culturelles. Pour éclairer la lanterne des participants, le thème de cette journée a été largement décrypté lors d'une conférence débat. La journée a pour parrain Salif Sanogo, journaliste émérite et diplomate ayant servi à l'ambassade du Mali aux États-Unis avant d'occuper d'autres postes de responsabilité, dont celui de directeur général de l'ORTM. Le sinangouya, c'est une valeur essentielle. Mais quand je vous dis tout de suite en français, cousinage à plaisanterie, vous allez penser au sinangouya.
Mais quand je vais vous parler parenté à plaisanterie, vous allez penser à quoi? Vous allez me dire sinangouya, je dirais non. Parce qu'il y a un distinguo à faire entre le cousinage et la parenté à plaisanterie. Un Koulibaly est mon Sinankou, c'est mon cousin à plaisanterie. Mais dans le cas de la parenté à plaisanterie, ça ce sont les relations qui existent par exemple entre grands-parents et petits-enfants, entre belle-sœur et belle-mère, le numéro Yakulungue par exemple. Journaliste pétri de talent, Salif est très intègre, ouvert, humble, respectueux, accessible et disponible. Des qualités qu'on recherche chez un journaliste. À l'instant même que je l'ai informé de la volonté des étudiants de l'avoir comme parrain, il a dit oui et je m'y attendais. Cette journée culturelle est à la fois récréative et éducative, car elle allie tradition et modernité comme l'attestent ces défilés de mode. Que vous soyez en journalisme ou en communication, vous devez vraiment jouer un rôle pour valoriser la culture malienne, non seulement, mais pour préserver nos identités. J'ai l'habitude de dire aux gens que notre nom est plus grand que notre bâtiment. Quand les gens viennent ici, ils nous demandent tout le temps, est-ce que c'est l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication dont on entend parler tout le temps dans les médias et qu'on voit aussi à la télé? Oui, c'est bien ici. Et c'est là que nous formons les meilleurs journalistes du Mali. Au cours de cette journée, l'éthique et la déontologie du métier de journaliste ont été également abordées à travers des sketchs et des déclamations de poèmes. Autre point saillant du programme, un exposé sur les missions du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Le Sport Week-end, c'est avec vous, Sidagatou Sissi, bonsoir. Bonsoir, Baraki Sawatara. Heureux de vous retrouver pour la première fois sur le plateau du 20h. Au mois de même. Afro-basket féminin Côte d'Ivoire 2025 pour commencer. Les Aigles du Mali, cités parmi les favoris au sacre continental, entrent en lice dans quelques minutes face au Soudan du Sud. Oui, la pression monte, le 5 de départ est dégagé et les actrices sont prêtes. Coup d'envoi 21h30 en direct sur Ortem 2. Les Aigles dames du Mali, dirigées par le duo d'entraîneurs Oumarou Sidia Hamchetou Maïga, motivés, ont bénéficié d'une bonne préparation marquée par 2 victoires sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En face, tout à l'heure, les Bright Starlets du Soudan du Sud, invités par FIBA Afrique. L'expérience du Mali fera-t-elle la différence? Mali-Soudan du Sud, un match à suivre, faut-il le rappeler, en direct sur Ortem 2 à 21h30. Foot CAN féminine Maroc 2024, la bataille pour le trophée entre le Nigeria et le Maroc est en cours. C'est la mi-temps et le score est de 2-0 pour les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est une mini surprise. Le Nigeria visera dans la foulée une 10e étoile en CAN féminine. Le Maroc, lui, rêve de sacre pour la première fois de l'histoire. Selon les statistiques, le Nigeria reste sur 9 finales disputées et 9 victoires. Quant au Maroc, il a joué et perdu une finale en 2022 et à domicile. Par ailleurs, la médaille de bronze a été enlevée par le Ghana victorieux de l'Afrique du Sud 4-3 au tir au but. Le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations était d'un but partout. Tournoi international de foot Académie, l'équipe du Mali débute en fanfare devant la Tunisie, hôte de l'événement. Score final 2-0. Le Mali est représenté par l'Académie Mali Bastard sur invitation. Le tournoi concerne les catégories d'âge. Le résumé du match, Avenir Sportif et Zahara de Tunisie, Mali Bastard du Mali avec Mohamed Nama Keita. Les Maliens de l'Académie Maliba Star, en noir et blanc, ont frappé fort pour ce premier match en dominant les Tunisiens de Avenir Sportif à Zahara par 2-0. Les buts maliens ont été marqués à la 38e minute par Mamadou Koumaré et en toute fin de la rencontre par Madou Django. Largement dominateurs, les Maliens ont brillé par leur engagement physique et leur justesse technique dans le jeu, grâce au prodige Sidi Dambélé, intraitable au milieu, élu meilleur joueur du match. Les nôtres croisent les fers ce samedi avec les Algériens de SAE Football Club et livreront un 3e match contre Aïda FC de la Côte d'Ivoire. 5 équipes venues du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et de la Tunisie participent à ce premier tournoi international de football académie TIFA Tunisie 2025. Parallèlement à ces tournois des moins de 17 ans, le Mali participe
également à celui des moins de 13 ans. Mohamed Keita nous signale que le match Mali-Algérie s'est soldé sur le nul de 0-0. Merci beaucoup, Sragatou Sissi. Je vous en prie. Page noire de cette édition, Siliman Sako n'est plus. Il est décédé ce matin des suites d'une maladie de courte durée. Il a occupé plusieurs fonctions. Membre du Conseil national de la société civile, membre de l'APECAM, il était membre de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Siliman Sako s'est beaucoup intéressé au monde rural. Il a été l'artisan de plusieurs textes visant la promotion du monde agricole. Membre du comité de pilotage du dialogue intermalien. Que son âme repose en paix. Et ainsi prend fin ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.